Votre rendez-vous avec Crédit Mutuel Arkea. De nouveaux liens pour changer demain. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver à la Cité de la Voile Éric Tabarly pour un café au parfum de Rome, puisque nous accueillons aujourd'hui un skipper qui a été fraîchement couronné sur les pontons guadeloupéens. Tout juste rentré des Antilles, où il a fait sensation, ce marin de caractère aime les challenges. 2 fois titré sur la solitaire du Figaro, il est allé chercher un doublé magnifique sur la route du Rhum 2022. Les choses avaient pourtant mal débuté à la barre de son Paprec Arkea. Pénalisé d'entrée pour avoir volé le départ, notre invité a dû réparer avant d'entamer une formidable remontada. De retour aux avant-postes, il n'a cessé de creuser l'écart pour décrocher une victoire magistrale à Pointe-à-Pitre, record à la clé. Premier à signer un doublé dans cette catégorie, il est entré dans la légende de cette Transat, dont cette 12e édition a été d'une rare intensité. Johan Richomme est avec nous, on l'accueille. Bienvenue. Bonjour Johan, installe-toi. Bonjour Johan. Bonjour à vous deux et bonjour au public. Alors on le disait, un superbe doublé en classe 40 et puis voilà, te voilà fraîchement rentré à Lorient. Comment tu te sens? Est-ce que t'es pas trop décalé, on a envie de dire même décalqué? Non, ça va, une petite semaine pour récupérer doucement en Guadeloupe, avec quelques obligations et tout ça, mais non, ça va, j'ai eu une deuxième partie de course moins intense que certains qui étaient à la bagarre. T'as bien dominé, on va le voir. Je m'étais offert un petit matelas d'avance qui m'a permis d'arriver à peu près frais. Sereinement. Alors justement, on va revoir les images de ton arrivée. Réussir le doublé dans une classe avec une concurrence aussi relevée, c'était pas gagné d'avance. Tu disais avoir ressenti énormément de fierté au moment de franchir cette ligne. Aujourd'hui, avec quelques jours de recul, Johan, c'est encore le mot qui te vient ? Oui, c'est exactement ça, parce que si tu veux, ce projet n'existait pas, ce projet Classe 40, c'était pas celui pour lequel j'avais signé initialement avec Paprec et Arkea. On est parti sur la construction d'un IMOCA pour le Vendée Globe, mais on est allé les voir pour les solliciter pour que moi je sois actif sportivement en 2022 et je voulais absolument faire la route du Rhum. Du coup, en quelque sorte, je me suis mis en porte-à-faux vis-à-vis de mes sponsors et tout ça. Bon, ils ont accepté de suivre dans ce challenge, mais j'aurais pu attendre la construction de mon IMOCA tranquillement dans mon canapé. Et du coup, il t'a fallu mener 2 projets de front. Comment tu l'as vécu ? Ouais, on a mené 2 projets de front, donc ça, c'est une vraie fierté. Et puis ensuite, oui, d'avoir réussi le challenge, je t'avoue que j'étais pas 100% serein sur le fait de pouvoir la gagner. J'ai eu énormément de respect pour tous les concurrents qui étaient dans cette catégorie avec moi. On était 55, c'était très relevé. Oui. Et j'étais confiant sur le fait de pouvoir faire une bonne prestation, peut-être un top 5, un top 3. Mais voilà, les choses se sont un peu mieux passées que ce que j'espérais. En tout cas, il y avait une sacrée ambiance à l'arrivée au ponton d'honneur au pied du Memorial Act à Pointe-à-Pitre. On revoit ces images. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les revoir, Johan. Voilà, c'était vraiment festif. On a senti que tu exultais. Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu retiendras, toi, de ce moment, de cette arrivée au ponton avec cette victoire, comme tu disais, cette course que tu n'étais pas censé faire au départ? J'ai le sentiment d'avoir maîtrisé mon sujet, qui était hyper agréable parce que en fait, je suis arrivé quand même avec quelques doutes. J'avais pas fait de solitaire depuis 3 ans. Alors ça peut paraître peu, mais c'était déjà beaucoup. Et comme il y a beaucoup d'automatisme et de réflexion et de prise de décision qu'on enchaîne très très vite, il faut pouvoir être affûté là-dessus. Donc j'avais une petite crainte vis-à-vis de ça. Et donc voilà, un soulagement de pouvoir de fêter ça, de pouvoir d'avoir satisfait mes partenaires, toute mon équipe qu'on vient de monter, dans laquelle on crée forcément une ambiance meilleure grâce à ces victoires. Et puis voilà, l'envie de préparer la suite, d'une façon assez
qualitative. On va en parler de la suite. On va revenir quand même sur ce départ. Tu as pris une pénalité de 4 heures pour un départ volé. Ça, c'est le petit... Tout voilà. n'était pas très clean, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé voilà, ça fait des mois que tu te prépares. Il y a ce départ de la Route du Rhum. On sait que c'est un moment clé. En tout cas, il y a l'envie de bien partir. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand le comité annonce que tu as volé? Est-ce que tu t'affoles? Est-ce que tu as été serein, toujours à te dire je vais faire les choses calmement? Comment ça s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Alors, déjà, je pense que j'ai pas eu besoin du comité pour me dire que j'étais au-dessus. Ouais, tu t'as su tout de suite. Ah ouais, là, j'ai fait... T'as su que tu étais un peu empressé. Ouais. En fait, je pensais que j'étais un poil couvert et tout ça. Enfin, bon. Avec tous les petits copains, 55 sur la ligne. On avait le courant qui nous poussait sur la ligne, plus elle était très facile à couper et les bateaux accélèrent. Et donc la flotte a commencé à lancer et puis je me suis dit je reste quand même aux avant-postes. Mais bon, j'ai coupé de 125 mètres quand même la ligne d'arrivée, donc j'étais pas prêt d'aller réclamer quoi que ce soit au comité. Ouais, tu savais que tu étais au-dessus avant même d'être rappelé à l'ordre. Ouais. Avant d'arriver à Fresnes, j'avais déjà fait un replay du live et j'avais vu qu'à 16 secondes avant le départ, on était déjà au-dessus. J'ai fait wow, là on va. Voilà. Et après j'étais assez serein en fait. J'ai pris ça un peu avec philosophie, on va dire. Et surtout, on a trouvé le créneau de dingue à Fréhel pour faire notre pénalité. Quand ça a commencé à mollir, qu'on avait le courant face à nous, là, je me suis dit, allez, top, c'est maintenant. Je n'étais pas le seul, puisqu'on a été beaucoup à faire notre réparation à ce moment-là. Et puis, un petit calcul rapide m'indiquait que le retard de 4 heures était plus que de 2h30 à Ouessant. Et donc, en faisant dans ces conditions-là, ça rassurait beaucoup. Ça faisait beaucoup de gains, parce que 4 heures, je me disais, ça fait 40 000. Sauf qu'en fait, là, quand on est sorti du Ratsin, enfin, j'ai pas pris le Ratsin, mais à côté, j'avais 16 000 de retard sur Corentin. Ah, donc, tu as bien diminué les dégâts. Tu as bien limité la casse. Déjà très faible. Donc, tu n'étais pas trop stressé. Alors, les qualificatifs, Richomme, Impérial, Souverain, Implacable, ont été employés pour qualifier ta belle victoire. C'est vrai que tu t'es montré intraitable. On a le sentiment que malgré cette pénalité, tu étais un peu en état de grâce, en tout cas en réussite. Et pourtant, l'entrée en matière, elle a été compliquée, comme en témoigne cette vidéo du bord là qu'on va voir. Bon, ça s'est pas trop mal passé cette nuit, c'était violent. Avec 20-25 nœuds sous Gien, là, sous Grand Génois, ça bourrinait fort. On faisait des sauts de vagues à retomber de l'autre côté en mode décollage complet. C'était un peu effrayant. Et puis là, donc zone de transition toute molle. Pour l'instant, le vent m'a pas abandonné. Je vais à peu près dans la bonne direction. J'ai sorti le Genac. On le voit en blanc à l'avant. Voilà, ça va bien. En matière compliquée quand même. C'est chaud comme ça. On a tendance à oublier. Johan, c'est toujours comme ça, effectivement, c'est pas facile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette transat? C'est mauvais signe, je commence à avoir l'habitude. Le plus difficile, je sais pas. En fait, j'étais vraiment dans mon élément. Je t'avoue que donc c'était ma 3e transat en solitaire, c'est pas tant que ça, mais j'avais fait pas mal de Jacques Vabre. Et toutes ces histoires de passage de front, de tempête hivernale là, dans le proche Atlantique, je commence à me sentir familier avec tout ça. Du coup, j'étais à l'aise, j'étais en confiance. Comme j'adore la météo et la stratégie, je me suis vraiment éclaté sur la première semaine. Elle était dure, je pense que c'était moins inventé qu'il y a 4 ans. C'était pas si dur, mais la mer était dans un état assez lamentable, avec des champs de vagues qui arrivent un peu dans toutes les directions, donc les bateaux font des sauts et tapent beaucoup. Ouais. En plus, on a une certaine tendance à faire des bateaux assez énormes à l'avant en ce moment et assez plats en dessous, et du coup ça tape, mais vraiment fort. Et on l'a senti sur tes vidéos de bord. Hein. J'avais vraiment mal aux oreilles et c'est hyper désagréable. J'avais mal soigné les positions de sommeil et tout ça, donc il manquait quelques éléments pour avoir vraiment traité le dossier parfaitement, mais bon, au final ça le faisait, et j'étais dans mon bain, dans mon élément, et c'est vrai que je suis rentré en matière assez fort dès la sortie de la Pointe Bretagne. Justement, on va revoir ta trace. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder ta trace en accéléré. Alors regarde, on va regarder comment ça s'est fait. Avec ton bateau, et puis comme tu le disais, des jolis coups qui t'ont permis quand même de bien revenir très rapidement. Ouais, exactement. Donc dans les passages de front, surtout, je gagnais beaucoup sur la flotte. Je voyais que j'étais à l'aise, j'étais prêt, j'avais les bons timings. Ça, c'était vraiment bien. Bon, c'était quand même fort. Et en fait, on l'a vu un petit moment, là, on est allé au nord des Açores passer un front. Et
Donc c'était le 3e, je crois. Enfin, c'est là que tu as pris 45 nœuds ou à un moment tu dis que c'était assez violent. Ouais, je sais plus trop. Il y en a eu un violent avant où il y a eu les 2 dématages de la boulangère et Crosscall juste derrière moi, dans l'axe. Les mêmes mâts, les mêmes bateaux. Ça fait bizarre, tu te dis que là il y a un petit peu de loterie quand même. Et voilà. Et donc au nord des Açores, on passe un dernier front. Et là, il est vraiment fort et la mer est déchaînée et je commence à me dire oh là là, quand est-ce que c'est mon tour quoi en fait quoi. Et là, Interinvest casse. J'apprends que Xavier il casse aussi. Je sais que Corentin Douguet a des problèmes d'énergie et là, je commence à me dire waouh, là va falloir peut-être trouver une porte de sortie de cette histoire parce que on était en réalité parti pour un 4e front dans l'ouest des Açores. Voilà, donc on est sorti de là. On a trouvé d'autres portes de sortie au sud des Açores. Et tant mieux parce que ça commençait à faire beaucoup. Ouais. C'était vraiment dur. En même temps, tu dis, tu l'assumes ce côté un petit peu. J'étais dans une gestion météo un peu bourrin, mais que j'aimais bien. Ouais. Mais par contre, bon, tu as souligné, tu as parlé un peu de l'inconfort des bateaux. Ouais, les bateaux sont devenus très très durs. Là, en débrief avec l'architecte, on lui a demandé une cloison de plus avec des portes quoi, pour cloisonner. Parce qu'en fait, contrairement aux IMOCA, c'est des bateaux qui sont très ouverts entre quasiment l'arrière et la crash box à l'avant. Donc il n'y a que les 2 derniers mètres qui sont cloisonnés. Donc ça résonne, ça fait un caisson de guitare assez énorme. Et comme il y a ces étraves excentrées là, très très larges à l'avant, c'est toujours en contact très à plat avec l'eau. Donc on cherche à faire gîter, on est tout le temps à 30-35 degrés de gîte pour essayer de ne pas taper dans les vagues. Et ça fait un bouquin d'enfer là-dedans. Et c'est assez gênant. Et donc on est passé au casque anti-bruit en permanence. Oui. À la fin, c'est usant quand même. Comme sur les IMOCA. Mais en tout cas, une fois dans les alizés, il y a quand même eu des surfs sauvages, 23, 24, 25 nœuds, tu as confié à l'arrivée. C'est impressionnant. Est-ce que tu as été aussi surpris par la vitesse de ces bateaux ? Alors on avait déjà fait des très très bons runs en entraînement. On est monté à 28 nœuds quand même avec le bateau plusieurs fois. Et donc oui, on est sorti de l'anticyclone des Açores, là, la petite trou de souris qu'on a pris vers le sud. Et là, en fait, moi je suis passé, alors c'est un peu technique, mais il y avait une onde d'est, un petit front qui était dans l'Alizé. Et donc j'avais un angle de vent et une force de vent meilleure que mes concurrents. Et donc là, tu t'es envolé. Là, tu t'es envolé. T'as tartiné, comme on dit. Là, ça a tartiné. Et donc je crois que j'ai fait des journées à près de 400 000. Et donc on était sous Genac dans l'Alizé avec une houle très longue et ouais c'était parti ouais. Par contre c'était la lance à incendie à l'extérieur donc encore une fois enfermé dans les bateaux, ce qui devient quand même de moins en moins agréable, c'est qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur et par contre ouais, ça déboulait, on l'a vu sur la carto en route directe vers l'arrivée. Je crois que j'ai juste fait peut-être 10 heures de recalage en tribord pour la Guadeloupe. C'était un schéma que j'avais jamais vécu. Et donc très très court, puisque je crois que je fais une des routes les plus courtes. Voilà, donc c'était une belle trajectoire et en même temps tu as justement amélioré de près de 2 jours ton temps de 2018. On savait que ces bateaux, les nouveaux protos, ils étaient encore plus rapides, mais est-ce que tu t'y attendais ? Honnêtement oui, alors il faut savoir que le record de 16 jours, c'est un record de Figaro 2. Puisque les Figaro 2 ont à peu près entre Brest et la Martinique, je crois, mais bon... Donc, tu pouvais te dire quand même que les classes 40, ils en avaient un petit peu plus de longueur, de possibilités. Et voilà. Donc là, ça a été très très rapide. Oui, je m'attendais pas tout à fait à enlever 2 jours, mais c'est vrai que ça fait un beau record du coup qui va être un petit peu plus dur à aller chercher celui-là, je pense. Oui, je pense effectivement. Tu parlais des camarades qui ont cassé, notamment au passage des fronts. Ça, c'était quand même une angoisse un peu latente. Il y avait une épée Damoclès avec la casse. Oui. Même jusqu'à la ligne, en fait, tu dis, donc la ligne n'est pas passée, tu avais un super matelas, mais tu l'avais quand même dans un coin de cette tête, là, de se dire, c'est pas maintenant qu'il faut casser. Ouais, j'ai fait 1 ou 2 bêtises sur le Tour de Guadeloupe, donc tu te dis bien que jusqu'au bout... Il y a eu des grains dans le canal. Il y a eu des grains, j'ai fait une abattée sans bastac sous la Guadeloupe, sous Genac, là, j'ai cru que c'était la bêtise de trop. Mais oui, on a un peu toujours ça au-dessus de la tête. En fait, on n'a pas de référence. On n'arrive plus à saisir la résistance des matériaux. Les bateaux, ils tapent, ils vont très très vite. On fait des sauts de vagues intégrales. Le bateau, il sort complètement de l'eau, il retombe dans des trous. Mais des trucs en plus qu'on ne voit même pas parce qu'on est 95% du temps à l'intérieur. Mais c'est vraiment impressionnant. Des trucs à s'accrocher, à décoller du fond de coque et à se dire, mais là, c'est pas possible. Ouais, là, à se demander si le bateau va tenir aussi. Ouais. Et puis, on entend les autres qui cassent. Donc, on se dit bien, il y a une limite, quoi. Il y a un moment, voilà. Mais je pense qu'aussi, on a... le cabinet Lombard est très très fort en structure et en connaissance de classe 40 et on est arrivé, je crois Corentin et moi, il n'y a pas une fissure sur le bateau, il est nickel et il est prêt à repartir.
exceptionnel. Ça, c'est hyper, Chapeau à eux. Ils hyper ont positif. non seulement dessiné un beau bateau, mais en plus solide. Solide et fiable, ça c'est hyper important. Il y a eu un rythme hyper soutenu, beaucoup, que ce soit en classe 40, mais même dans les classes IMOCA, on parlait d'un rythme de solitaire du Figaro, mais sur 10 jours. Donc voilà. Comment tu l'as vécu, toi, qui as aussi l'habitude de la solitaire, qui l'a gagné 2 fois? Comment est-ce que tu t'es géré physiquement? Je vais te dire, je me suis jamais aussi bien géré physiquement. Alors, c'est peut-être parce que c'est la première fois de ma vie que je fais de la préparation physique. Du coup, Ça sert. T'as senti que c'était utile? Du coup, ouais, bah, mon dos surtout, ouais, il a bien apprécié. Ouais. Du coup, non, je me suis senti hyper en forme. On avait soigné aussi la nutrition et forcément un peu de prépa mentale. Et T'as tout réussi ça, à bien en plus. manger aussi à bord, Ah ouais, malgré les là, conditions. on est passé à un autre niveau de cuisine puisque c'était un resto étoilé qui me faisait mes Ah, plats. c'est bien quand même. Comme Bonne Charles, table. comme Charles d'ailleurs. Tu me Il donnes pleut presque plus envie de tard, venir, donc, mais bon. franchement, ouais, ça, c'est très très bon. Et surtout, je pense que c'est des aliments de très haute qualité. Et du coup, ça joue. Et en fait, je me rappelle, et on en parlait avec quelques-uns ici tout à l'heure, que je me suis dit à la fin de la première semaine, mais quand est-ce que tu as dormi? En fait, je sais même pas. Alors, j'ai forcément dormi, hein, je vais pas faire le. Et on se le demandait kéké, mais- justement comment tu avais géré mais ton je pense sommeil. que Tu calcules pas, j'ai tu mets- vraiment ouais. peu dormi. J'ai quasiment pas utilisé de réveil. Et surtout, j'étais en pleine forme. Et en fait, il y a que après les Açores, là, quand on a eu un petit enchaînement météo où il fallait quand même être actif assez souvent avec des manœuvres d'envoi de Genac dans de la mer un peu compliquée, où là, j'ai commencé à ressentir vraiment la fatigue. Et après, j'avais plutôt des créneaux pour me reposer. Mais du coup, ouais, je me suis vraiment senti au top et ça faisait du bien. Ouais. Alors, il y a eu aussi beaucoup d'engagement de la part de tes concurrents. Corentin Douguet, hein, qui n'a rien lâché malgré des problèmes techniques. Il a eu des gros soucis d'énergie. Et puis, Ambrogio Beccaria, l'Italien, mais un Italien de Lorient, hein, parce que ça fait un moment qu'il est ici, qui lui vient de la Mini Transat et qui est allé chercher une très très belle seconde place. Quel est ton regard sur ce podium, Johan ? Ouais, alors si on fait dans l'ordre du podium, j'ai été extrêmement impressionné par Ambrogio parce que je peux te dire que j'étais plus sur le pari qu'il allait casser et rentrer à la maison vite fait quand on a vu son bateau. Oui, qui était récemment mis à l'eau aussi. lui, Récemment ce mis à bateau. l'eau, beaucoup de prises de risques techniques, très réfléchies, très poussées. Un bateau ça se dessiné voit, par des Italiens. hein. ouais, exactement, des Italiens. Et voilà. Mais il a fait un super boulot. Et franchement, je pense que c'est atteindre un niveau pareil de régate après cette, j'ai envie de dire, taper une construction de bateau pas simple en Italie qu'il a fallu convoyer jusqu'ici. Début octobre, ils étaient sur le terre-plein là, Oui, à c'est vrai, refixer hein. la C'était quille au une bateau sacrée parce que ça course, bougeait on dans l'a tous les sens. C'est un sacré client, Ouais, quand même. franchement, là, il a super bien navigué. En fait, je me le suis dit avant les Açores parce que j'ai vu qu'il était en retrait par rapport à nous, le groupe de 3, 4 à l'avant, mais jamais très loin et toujours sur les bonnes trajectoires. Et là, je me suis dit, lui, quand même, il s'accroche. Il va Je pas me m'attendais lâcher. pas à ce qu'il- Et sur la je m'attendais pas à fin, ce il qu'il n'a rien revienne lâché. autant. Ouais, ouais. Et donc après Corentin, Corentin, j'ai passé l'année avec lui. Franchement, Oui, tu le connais plus il m'a aussi, vraiment ouais. impressionné par sa ténacité, parce que il aurait pu lâcher 1000 fois l'affaire. Il avait plus d'énergie, c'était vraiment galère. Oui, c'était très Et compliqué. il s'est vraiment battu. Il a passé des heures et des heures à réparer son moteur. Et voilà, très impressionné. Presque un peu déçu pour lui qu'il finisse pas deuxième du coup. Mais voilà, bon, après la bagarre était belle et puis c'est le jeu de la régate. Mais voilà, j'ai énormément partagé avec lui et très honnêtement, je pense pas que j'aurais eu ce résultat là sans lui. Donc c'est aussi Ouais, il important. t'a poussé. Comme au Figaro, je pense que Corentin j'aurais qui pas eu vient du ma première Figaro aussi, victoire, justement. Il y avait plusieurs figaristes dans cette classe-là. Ouais, exactement. Mais c'est du coup c'est la preuve de la force du binôme en entraînement et c'est vrai presque on était un trio parce que Martin Lepape était avec nous, mais avec une monture un peu plus difficile, on va dire. Mais voilà, la force du travail en groupe est quand même assez exceptionnelle et je pense que ça en était encore une fois la preuve. Alors, Johan, ton avenir, il va s'écrire en IMOCA. On va parler tout à l'heure de ton bateau, mais on imagine du coup que tu as un peu suivi de près tes concurrents et puis même peut-être décrypté à ton retour à terre, là. Alors, je t'avoue que c'était la première fois que je voyais la carto. J'ai pas ouvert la carto, j'ai fait un blocage complet. Je suis arrivé, je T'avais voulais besoin de juste voir breaker, autre ouais. chose. Ouais, carrément. Et du coup, je vais le faire. Hein, je pense même peut-être dès ce soir, parce que tu m'as. T'as mis l'eau à la bouche. Ouais, là. voilà. Et du coup, est-ce que j'ai regardé un petit peu la carto parce qu'on a accès donc à tous les bateaux sur notre logiciel de routage. Et du coup, ça m'arrivait de regarder. Alors, je peux pas dire que j'ai les détails de tout ce qui s'est passé en Ouais. IMOCA, mais j'ai un peu vu les 2-3 petits retournements de situation qu'il y a eu. Et du coup, c'était intéressant. J'avoue que j'ai pas les billes pour tout analyser en IMOCA.
encore. Mais ouais, une belle bagarre. Et puis forcément, Oui, comme tu le disais, hâte ouais. de les retrouver. Ouais, des futurs concurrents et ce duel au sommet donc entre Charlie Dalin et Thomas Ruyant qui s'est emparé des commandes alors que Charlie avait mené sur une grande partie de la course, le nordiste qui l'a emporté. Les deux marins avaient cette force, ils le savaient, d'avoir des bateaux très aboutis qu'ils connaissaient sur le bout des doigts. Ils construisent tous les deux un IMOCA neuf. Est-ce que ça va ouvrir le jeu ou est-ce qu'il y a le sentiment qu'ils sont quand même un cran au-dessus? Le fait qu'ils aient de nouveaux bateaux, ça va permettre de remettre un peu tout le monde tous les compteurs à zéro. Ouais, on va dire j'espère du coup, parce que s'il me faut 4 ans pour récupérer le retard, ça va être plus difficile, mais ça sera peut-être le cas. Je m'y attends un petit peu. J'ai beaucoup à apprendre en IMOCA. Je pense que j'ai jamais navigué en solitaire en IMOCA. J'ai jamais navigué sur un IMOCA à foil, en tout cas pas avec des foils aussi grands. Donc pour moi, il y a pas mal d'inconnus, une vraie belle courbe d'apprentissage à avoir. Et voilà, par contre, on a des vraies ambitions, donc on a bien l'intention de les rejoindre. Voilà, et par contre, on voit le temps qu'il faut pour mettre au point ces bateaux-là. Donc il y en a qui vont hériter de ces bateaux-là, qui sont pas les plus mauvais de la bande, et qui vont forcément aussi être aux avant-postes. Et voilà, donc le jeu dans les prochaines années en IMOCA va sûrement être très élevé et très intéressant. Ouais. Alors justement, les nouveaux protos, tu vois, de Jérémy Bayou, de Kevin Escoffier, de Paul Meillat, de Maxime Sorel étaient au rendez-vous et plutôt dans le match. Et puis il y a aussi Justine Métro qui a pris une belle 7e place avec Teamwork, qui est l'ancien Charal. Est-ce qu'il y a des performances qui ont attiré ton regard dans ce top 10 ? Ouais, on peut les passer en revue, mais bon, Charal mettant à l'eau un bateau neuf, déjà arriver là à tenir la dragée haute aux 2 premiers, c'était quand même, je pense, un bel effort et ils en sont extrêmement contents et chapeau à eux. Kevin aussi, dans le coup, en plus avec un bateau à préserver pour l'Ocean Race, donc j'imagine. Ouais, que il fallait pas curseur, casser là. idem pour Paul Meillat. Avec lui, aussi, ouais. poser le curseur là-dessus, c'est pas évident. Savoir quand est-ce que j'ai le droit d'attaquer ou pas. Pareil pour Paul. Paul, impressionnant avec un bateau encore moins prêt que les autres. Ouais, il avait navigué, je crois, sur le défi pour la première fois, et puis il avait quelques milles là seulement. Ouais. Paul, impressionnant par son optimisme et l'entrain qu'il a dans son projet. Et puis après, Justine, septième avec demi-surprise. Justine, elle navigue super bien. Avec un bateau, j'imagine, pas très facile à naviguer, pas facile à apprendre, mais qu'elle est carrément présente. Ouais. Ça va être génial. Alors parlons de ton bateau à toi, ton nouveau Paprec Arkea qui est actuellement en construction au chantier Multiplast à Vannes. Ce sera un plan du cabinet Finocalc avec Antoine Coich. Parle-nous de ce bateau et explique-nous tes choix architecturaux. Ah oui, alors je ne sais pas ce qu'on va voir sur les images, mais donc un bateau assez différent de ce qui se fait actuellement. Donc avec une carène plus fine, plus en V, pour moins taper, pour essayer de mieux passer dans les vagues. Et voilà, et donc on a bénéficié de l'expérience d'Antoine Coich, surtout avec Linked Out. Voilà, il s'est adossé au cabinet Finot, effectivement, qui avait une grosse expérience en construction d'IMOCA et en calcul aussi de numérique. Donc voilà, ils nous ont chacun apporté leur expérience. C'était vraiment une super collaboration. Si demain ça s'arrête, je l'espère pas, mais franchement, un rêve de projet architectural avec eux, des gens très pédagogues qui nous ont mis à leur niveau de connaissance. Et ça a été assez exceptionnel. Et en plus, on vit une collaboration avec Multiplast tout aussi bonne. Je suis allé ce matin, il y a énormément de sourires à bord. On est tous ravis du bateau qu'on construit. Il a beaucoup de sens, beaucoup de logique, les choses tombent bien. Enfin voilà, on est hyper satisfait. Plus quoi. Il y a beaucoup de belles énergies là-dedans. Pour l'instant, on est les champions du hangar et c'est génial. Voilà. Il va très vite. Et la sortie du hangar, il y a une date programmée. Ouais, c'est ça, fin janvier. Alors on a une date pour caler les choses. Voilà. Après, on est assez souple parce qu'on est tôt dans le programme de l'année. Donc on va mettre à l'eau, même si on se rate mi-février, c'est pas très grave, ça changera pas beaucoup la donne. Contrairement à beaucoup de projets qui mettent à l'eau tard et qui ont souvent la Jacques Vabre ou des choses comme ça juste devant eux et ils sont dans le rouge. Le premier rendez-vous, ça sera la Guyadère Bermude, je sais pas dans quel sens elle s'appelle, qui aura lieu début mai. Voilà. Qui sera en solo avec Mediaman, je crois. Ce sera déjà un beau challenge pour un bateau mis à l'eau fin janvier. Ouais, exactement. Mais je suis super content du coup de la faire en solo, puisqu'on termine la saison par une transat retour de la Jacques Vabre en solitaire. Donc ça me donnera un petit peu la transat retour à Lorient. Puisque le reste du programme est en double.
On va parler des autres vainqueurs, hein, puisque on a vu l'arrivée des Ultimes, les IMOCA, les classes 40, les Ocean 50, et puis après les classes 40, il y a eu l'arrivée des Romono et Romulti. Alors chez les Romulti, il y a eu pas mal de rebondissements aussi, hein, puisque Gilles Boequenot, qui était en tête, a chaviré à un peu plus de 200 000 de l'arrivée. Et c'est Roland Jourdain qui a donc franchi, lui, la ligne d'arrivée en tête. Mais là, nouveau rebondissement, il a des plombs de moteur qui ont sauté, et donc voilà, faut savoir qu'on plombe le moteur pour être sûr de ne pas s'en servir, et il a donc pris une pénalité de 90 minutes, Roland Jourdain. Et au final, c'est donc Loïc Escoffier qui a été vainqueur dans cette catégorie, accueillant vainqueur au ponton, le Malouin, qui était arrivé avec 43 minutes plus jamais tard. Bon de péter les plombs, quoi. Voilà, attention. Donc voilà, Loïc qui a inscrit cette course à son palmarès sur les traces de son père Franck-Yves, qui est triple vainqueur en multicoque, on le rappelle. Ah oui. Et puis chez les Romono, c'est Jean-Pierre Dick qui a dominé alors là, sur la quasi-totalité, et il l'emporte alors qu'il était allé secourir puis déposer aux Aceurs Brio-Maisonneuve. Donc voilà, une très belle victoire de Jean-Pierre Dick en Romono devant la députée européenne Catherine Chabot, qui s'empare, elle, de la deuxième place. Voilà. Et qui portait un message aussi de défense de l'océan, bien sûr, sur cette transat. Ce café touche à sa fin. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous si vite après ton retour en métropole. On va te laisser te reposer, souffler un peu, profiter de tes proches, des fêtes de Noël également. Et puis, on aura à cœur et hâte de suivre tes aventures en IMOCA. Sachez que Lorient est au cœur du Téléthon ce week-end. Donc, n'hésitez pas à être au rendez-vous pour cette bonne cause. Il y aura de nombreuses animations sur le site de Lorient La Base tout le week-end. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour. Et puis nous, on se retrouve, Gilbert, le 15 décembre. Hein. Le 15 décembre, pour le dernier café de l'année, Virginie. Merci à tous de nous avoir suivis. Encore merci, Johan, et à très bientôt. Bye merci, bye. Au revoir. Bye bye. C'était votre rendez-vous avec Crédit Mutuel Arkea. De nouveaux liens pour changer demain.